Le restaurant Le Cygne Bleu brillait comme un joyau au cœur de Lyon, avec ses lustres en cristal suspendus au plafond et ses tables décorées de nappes d'un blanc immaculé. Il attirait la haute société de la ville, la lumière tamisée baignait la salle d'une douce chaleur, tandis que le tintement des couverts et les murmures des conversations donnaient à l'endroit une ambiance feutrée et élégante. Jacques Chevalier, assis à une table près de la fenêtre, observait distraitement la ville illuminée à travers la grande baie vitrée, à 60 ans passés. Cet homme d'affaires prospère, connu pour son flair dans le domaine immobilier, dégageait une aura de contrôle et de puissance. Pourtant, sous cette façade impeccable, une solitude pesante s'accrochait à lui comme une ombre inséparable. Ses cheveux grisonnants, impeccablement coiffés, et son costume sur mesure témoignaient de son succès. Mais son regard fatigué trahissait une vie marquée par une tragédie qu'aucune réussite n'avait su apaiser. Jacques avait commandé un dîner léger, une salade de homard et un filet de bar, accompagné d'un verre de Châteauneuf du Pape, mais alors que le dessert approchait, il fit signe au serveur pour demander un simple café. Ce fut à cet instant que Mathilde apparut. Elle avançait avec assurance, portant un plateau sur lequel reposait la tasse fumante. Son uniforme noir et blanc, bien que modeste, était parfaitement ajusté, et une queue de cheval encadrait son visage illuminé par un sourire chaleureux. Elle n'avait rien de remarquable en apparence, mais une énergie simple et sincère émanait d'elle, captant l'attention de Jacques sans qu'il s'en rende compte. « Voici votre café, monsieur », dit-elle en déposant délicatement la tasse devant lui. « Merci », répondit Jacques d'un ton neutre, levant brièvement les yeux pour la remercier. Ce fut alors que son regard s'accrocha à quelque chose, autour du cou de la jeune femme. Un pendentif en or brillait sous les lumières du restaurant. La pierre bleue enchâssée au centre semblait capter et refléter chaque rayon lumineux, scintillant d'une manière presque hypnotique. Jacques sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Ce bijou, il le reconnaîtrait entre mille. C'était celui de Pauline. Un torrent de souvenirs déferla sur lui. Pauline, sa fille adorée, souriant dans sa robe blanche un jour de communion, le bruit fracassant du téléphone annonçant l'accident, et ce pendentif qu'il avait offert à sa fille pour son 18e anniversaire, quelques mois seulement avant le drame. Depuis ce jour, il avait cru ce bijou perdu pour toujours. Emportée avec elle dans cette tragédie, Mathilde remarqua son regard insistant. Elle porta instinctivement la main à son collier, un geste protecteur. « Est-ce que tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle avec une pointe d'inquiétude. Jacques, réalisant qu'il la fixait depuis trop longtemps, reprit ses esprits et sourit faiblement. « Oui, pardonnez-moi, ce pendentif, il est magnifique. Puis-je vous demander où vous l'avez eu ?» La question sembla surprendre Mathilde. Elle hésita un instant avant de répondre. « Oh, ce bijou, je l'ai toujours eu, je crois. C'est... comment dire ? La seule chose que j'ai de ma mère biologique. » Le sang de Jacques se glaça. « Mère biologique. » Il se redressa légèrement sur sa chaise, fixant Mathilde avec une intensité nouvelle. « Vous voulez dire que vous ne connaissez pas votre famille ? » ?»« Non, » répondit-elle avec un sourire triste. « J'ai grandi dans un orphelinat à Marseille. Je ne sais rien de mes parents. Ce pendentif est tout ce que j'ai d'eux. » Marseille, ce mot résonna dans l'esprit de Jacques comme un écho lointain. Pauline était censée être morte dans un accident sur une route près de Marseille. Et cette jeune femme, avec ce bijou si familier, venait de cette même ville. La coïncidence était trop grande pour être ignorée. « C'est une belle pièce, » dit-il finalement, essayant de masquer son trouble. « Merci de m'avoir répondu. »« Avec plaisir, monsieur, » répondit-elle en souriant, avant de s'éloigner. Jacques la regarda s'éloigner, son esprit tourbillonnant. Était-ce possible ? Mathilde pouvait-elle être Pauline ? Cela semblait insensé, mais une part de lui ne pouvait écarter cette idée. Ce bijou, cette jeune femme, tout cela le ramenait à une douleur qu'il avait tenté de refouler pendant 2 décennies. En quittant le restaurant, Jacques ne pouvait se débarrasser de cette étrange intuition. Il savait qu'il ne pourrait pas continuer sa vie comme si de rien n'était. Cette rencontre fortuite venait d'ouvrir une porte qu'il croyait scellée pour toujours. De retour chez lui, dans son immense appartement au cœur de Lyon, il se servit un verre de cognac et s'assit dans le fauteuil de cuir usé qu'il utilisait depuis des années. Le pendentif de Mathilde, la douceur de sa voix, tout cela tournait dans sa tête comme un puzzle à résoudre. Il prit une décision. Il devait découvrir la vérité. Le calme nocturne de Lyon n'apportait aucun répit à l'esprit tourmenté de Jacques Chevalier, assis dans son salon aux larges baies vitrées donnant sur la Saône scintillante.
Il fixait son verre de cognac à moitié vide, perdu dans un tourbillon de pensées. Mathilde, ce nom, ce visage, et surtout ce pendentif, revenaient inlassablement dans son esprit. Une partie de lui voulait balayer cette rencontre comme une coïncidence, mais une autre, plus profonde, s'accrochait à une idée insensée. Et si Pauline était vivante, la douleur refit surface, brutale et imprévisible. Pauline, sa fille unique, avait été le centre de son univers. Elle était cette lumière qui éclairait sa vie, jusqu'à ce jour maudit, 20 ans plus tôt. Il se souvenait encore du coup de téléphone, de cette voix neutre mais tranchante comme un couteau, annonçant l'accident. Une voiture, sortie de la route, avait plongé dans un ravin près de Marseille. On avait retrouvé des débris, des affaires personnelles, mais jamais de corps. Jacques se leva brusquement, incapable de rester immobile. Il traversa la pièce et ouvrit une armoire, dans laquelle il conservait une boîte qu'il n'avait pas touchée depuis des années. Il la sortit avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, des souvenirs soigneusement rangés, des photos, des dessins d'enfance et une petite boîte de velours bleu. Il l'ouvrit pour révéler un pendentif identique à celui que portait Mathilde. Ce bijou était un cadeau qu'il avait offert à Pauline pour ses 18 ans, un symbole de leur lien unique. Les larmes lui montèrent aux yeux, tandis qu'il caressait la pierre bleue. Était-il possible que ce pendentif ait survécu à l'accident et se soit retrouvé autour du cou de cette jeune femme? Et si le destin lui jouait un tour cruel, ou, au contraire, lui offrait une seconde chance? L'incertitude était insupportable. Le lendemain matin, Jacques prit une décision. Il avait besoin de réponses. Et pour cela, il lui fallait l'aide de quelqu'un d'expérimenté. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Jean-Luc Durand, un détective privé qu'il avait engagé plusieurs fois par le passé pour des affaires d'entreprise délicates. « Jean-Luc, c'est Jacques Chevalier. J'ai besoin de vos services pour une affaire personnelle, très personnelle. Pouvez-vous venir me voir aujourd'hui ?»« Bien sûr, monsieur Chevalier, » répondit une voix grave et professionnelle. « Je serai là en début d'après-midi, à 14 heures précises. » Jean-Luc Durand franchit la porte de l'appartement de Jacques. C'était un homme de 50 ans, au regard perçant et à la démarche assurée, habillé sobrement. Il dégageait une impression de calme et de compétence. Jacques lui expliqua tout, la rencontre avec Mathilde, le pendentif et les similitudes troublantes avec Pauline. Il n'omit aucun détail, pas même ses propres doutes et espoirs. « Je sais que cela peut sembler insensé, Jean-Luc, mais je ne peux ignorer ce que j'ai vu. Si cette Mathilde a un quelconque lien avec Pauline, je dois le découvrir. » Le détective écouta attentivement, hochant la tête de temps à autre. « Je comprends, monsieur Chevalier. Ce genre d'affaires demande de la discrétion et de la patience. Je vais commencer par enquêter sur Mathilde, ses origines, son parcours, tout ce que je peux trouver. Si elle a grandi dans un orphelinat à Marseille, comme vous le dites, cela devrait être un bon point de départ. » Jacques acquiesça, soulagé de voir que Jean-Luc prenait la situation au sérieux. « Faites ce qu'il faut. » Jean-Luc, l'argent n'est pas un problème. Les jours suivants furent une épreuve pour Jacques. Chaque minute semblait s'étirer à l'infini, et son esprit était en proie à une agitation constante. Pour combler le vide, il se plongea dans son travail, mais même les réunions et les contrats ne parvenaient pas à détourner ses pensées de Mathilde et de Pauline. Une semaine plus tard, Jean-Luc revint avec les premiers résultats de son enquête. Jacques, nerveux, l'accueillit dans son bureau. « Alors, qu'avez-vous trouvé ?» demanda-t-il immédiatement. « Beaucoup de choses intéressantes, » répondit Jean-Luc en posant un dossier sur la table, comme elle vous l'a dit. Mathilde a grandi dans un orphelinat à Marseille. Elle y a été admise en 2002, à l'âge d'environ 2 ans. Les archives mentionnent qu'elle a été trouvée abandonnée près d'un hôpital local, avec pour seul indice ce pendentif. Aucun autre détail sur ses parents biologiques. Jacques sentit son cœur se serrer. L'année correspondait. Pauline aurait eu 2 ans en 2002. Mais cela ne prouvait rien. « Continuez, » insista-t-il. « J'ai parlé à d'anciens employés de l'orphelinat. L'une d'elles se souvient d'une petite fille très calme, qui portait toujours ce collier comme un trésor. Elle disait souvent qu'il venait de sa maman. » Le mot « maman » résonna dans la tête de Jacques. Il s'appuya sur le dossier, les yeux fermés, essayant de contenir les émotions qui montaient en lui. « Cela ne suffit pas, Jean-Luc. Il me faut plus. » « Je m'en doutais, monsieur Chevalier. C'est pourquoi je vous propose de demander à Mathilde de faire un test ADN. »
Ce sera la seule façon de savoir avec certitude si elle était votre fille. » L'idée fit frissonner Jacques. Proposer un test ADN signifiait exposer ses doutes et risquer de raviver des blessures profondes. Mais il savait que c'était la seule voie à suivre. « Faites les arrangements nécessaires, » dit-il finalement. « Je lui parlerai moi-même. » Jacques avait passé la nuit à tourner en rond dans son appartement, repassant encore et encore la conversation qu'il prévoyait d'avoir avec Mathilde. Comment aborder une telle demande sans paraître fou ou intrusif? Comment expliquer à une jeune femme qu'il croyait possible qu'elle soit sa fille perdue depuis 20 ans? Les mots lui manquaient, et il n'avait pas dormi une seule minute. Le lendemain, il se rendit au restaurant « Le Cygne Bleu » bien avant l'ouverture. Les rues de Lyon étaient encore calmes, la lumière du matin filtrant à travers les arbres et illuminant les vitrines des boutiques chics du quartier. Jacques s'arrêta un instant devant la porte du restaurant, prit une grande inspiration et entra. Le personnel préparait la salle pour le service du déjeuner. Mathilde était là, disposant des couverts sur une table, son visage légèrement concentré. Lorsqu'elle aperçut Jacques, une expression de surprise traversa ses traits. « Bonjour, monsieur Chevalier », dit-elle avec un sourire poli. « Vous êtes en avance pour le service. »« Bonjour, Mathilde », répondit-il doucement. « Je ne viens pas pour déjeuner. J'espérais pouvoir vous parler. Si vous avez un moment, intriguée. » Mathilde posa les couverts et l'invita à s'asseoir à une table dans un coin tranquille. « Bien sûr. Est-ce que tout va bien? Vous semblez préoccupé, remarqua-t-elle. Jacques hésita, cherchant ses mots. Comment expliquer l'inexplicable? Finalement, il opta pour la vérité, ou du moins une partie. « Je sais que cela peut paraître étrange, Mathilde, mais depuis que je vous ai rencontrée, je ne peux m'empêcher de penser à ma fille, Pauline. Elle est décédée il y a 20 ans dans un accident de voiture. Du moins, c'est ce que j'ai cru. Et ce pendentif que vous portez, il est identique à celui que je lui ai offert. » Mathilde fronça légèrement les sourcils, visiblement déconcertée. « Je suis désolée pour votre perte. Monsieur Chevalier, mais je ne vois pas en quoi cela me concerne. » Jacques s'empressa d'ajouter, le ton empreint d'une sincérité désarmante. « Je ne dis pas que vous êtes ma fille, Mathilde, mais il y a des coïncidences troublantes. Vous avez grandi à Marseille, tout comme Pauline a disparu près de cette ville. Et ce pendentif, je ne peux pas l'ignorer, je dois savoir. » Un silence tendu s'installa. Mathilde jouait nerveusement avec une mèche de cheveux, visiblement troublée. « Vous voulez dire que vous pensez que je pourrais être votre fille ?» Jacques hocha la tête, hésitant à aller plus loin. « Je ne veux rien imposer, mais j'aimerais vous demander quelque chose de très personnel. Seriez-vous d'accord pour faire un test ADN? Cela pourrait nous apporter des réponses, à vous comme à moi. » Mathilde resta immobile pendant un long moment, absorbant l'ampleur de ce qu'il venait de dire. Elle n'avait jamais connu ses parents biologiques, mais l'idée qu'un homme comme Jacques Chevalier puisse être lié à elle semblait irréaliste, presque absurde. « C'est beaucoup à encaisser », murmura-t-elle finalement. « Je ne sais pas quoi penser. Mais si cela peut vous apporter des réponses, d'accord, je ferai ce test. » Jacques sentit un poids quitter ses épaules. « Merci Mathilde. Je sais que c'est une demande inhabituelle, mais je vous promets que je ne vous causerai aucun tort. » Quelques jours plus tard, les échantillons d'ADN furent prélevés et envoyés à un laboratoire. Jacques, nerveux, se plongea dans le travail pour essayer de calmer son impatience, tandis que Mathilde continuait sa routine au restaurant, tentant de ne pas penser à ce que les résultats pourraient révéler. Lorsque l'appel du laboratoire arriva enfin, Jacques se retrouva incapable de répondre immédiatement. Son téléphone vibrait sur le bureau de son bureau luxueusement décoré, et il restait là, à le regarder comme s'il s'agissait d'un objet étranger. Finalement, il prit une grande inspiration et décrocha. « Monsieur Chevalier, ici le laboratoire Genetics, nous avons les résultats du test ADN que vous avez demandé. Les échantillons correspondent. Mathilde est bien votre fille biologique. » Le monde sembla s'arrêter autour de Jacques. Les mots résonnaient dans sa tête. Irréel, impossible. Mathilde était Pauline, sa fille, vivante. Après un moment de silence, il murmura, presque pour lui-même. « Merci, ce soir-là. » Jacques demanda à Mathilde de le rencontrer. Ils s'installèrent dans un petit café, loin de l'agitation de leur première rencontre au restaurant. Jacques, le regard grave, lui tendit les résultats imprimés. Mathilde les lut, ses mains tremblantes, avant de relever les yeux vers lui. « Alors, c'est vrai ?» murmura-t-elle. « Vous êtes mon père. » Jacques hocha la tête, les larmes aux yeux. «
Je n'ai jamais cessé de penser à toi, Pauline. J'ai cru t'avoir perdue pour toujours. Mathilde, ou Pauline, resta silencieuse, luttant pour donner un sens à cette révélation. Mais pourquoi ai-je été abandonnée? Jacques lui raconta tout, l'accident, l'absence de corps, les années de douleur et d'incertitude. Pauline écouta, ses émotions oscillant entre la colère, la tristesse et la confusion. « Je veux croire que tout cela a un sens, » finit-elle par dire, « mais c'est tellement énorme, Jacques. » Avec une douceur qu'il n'avait jamais montrée à personne depuis des années, lui prit la main. « Nous avons tout le temps qu'il faut, Pauline. L'important, c'est que tu es là. » La lumière du matin traversait les grandes fenêtres du salon de Jacques, illuminant l'épaisse pile de documents étalés sur la table basse. Assis sur le canapé, Jacques tenait les résultats du test ADN entre ses mains tremblantes. Ces quelques feuilles blanches portèrent la preuve irréfutable de ce qu'il n'osait espérer. Mathilde était Pauline, sa fille disparue, cette vérité. Bien qu'éclairante, soulevait autant de questions qu'elle n'en résolvait, Jacques passa ses doigts sur les lignes imprimées, les relisant encore et encore, comme s'il cherchait à se convaincre que tout cela était réel. Comment Pauline avait-elle survécu à l'accident? Pourquoi avait-elle été abandonnée à un orphelin? Plus important encore, qui était responsable de cette disparition inexpliquée? Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête, rendant impossible toute concentration. Alors qu'il essayait de calmer son esprit, le son de l'interphone retentit, le tirant de ses réflexions. C'était Jean-Luc, le détective privé. Venu faire le point sur son enquête, Jacques appuya sur le bouton pour ouvrir la porte, et quelques instants plus tard, Jean-Luc entra dans le salon, un dossier volumineux sous le bras. « Bonjour, monsieur Chevalier », dit-il en déposant le dossier sur la table. « J'ai rassemblé des informations supplémentaires sur Mathilde. Ou plutôt Pauline. Et sur les circonstances entourant l'accident, vous allez vouloir voir ça. » Jacques, nerveux, s'assit face à lui. « Dites-moi tout, Jean-Luc. Je veux comprendre ce qui s'est passé. » Jean-Luc ouvrit le dossier et commença à parler calmement mais avec gravité. Comme je vous l'avais mentionné, Mathilde a été déposée à un orphelinat de Marseille en 2002, peu après l'accident. Cependant, il y a des détails troublants. D'après les archives de l'hôpital où elle a été trouvée, elle était dans un état de choc mais sans blessure grave. Ce qui est étrange pour une enfant supposée avoir survécu à un accident aussi violent. Jacques fronça les sourcils. Comment est-ce possible? On m'a dit que la voiture avait pris feu en tombant dans le ravin. Personne n'aurait dû en sortir indemne. Jean-Luc hocha la tête. C'est précisément ce qui rend cette affaire étrange. J'ai interrogé des témoins de l'époque, notamment des habitants de la région. Une femme affirme avoir vu un homme transporter une petite fille dans ses bras, non loin du lieu de l'accident, mais cet homme n'a jamais été identifié. Jacques sentit un frisson le parcourir. Un homme, vous croyez qu'il l'a sauvée? C'est possible, mais ce qui est encore plus intriguant, c'est ce qu'il a fait ensuite. Au lieu de signaler l'enfant aux autorités ou de chercher à la ramener à sa famille, il l'a déposée anonymement à l'hôpital. Cela soulève une question essentielle, pourquoi? Jean-Luc feuilleta quelques pages du dossier avant de poser une photo sur la table. Elle montrait un article de journal daté de 2002. Relatant l'accident de Pauline, à côté de l'article, une photo floue montrait la carcasse brûlée de la voiture. Regardez cette image. Les enquêteurs ont conclu à l'époque que les restes retrouvés dans la voiture étaient ceux de votre fille, basés uniquement sur les objets personnels identifiés sur les lieux. Jacques sentit une colère sourde monter en lui. Aucun test n'a été fait, pas d'identification formelle. On a simplement supposé que Pauline était morte. Jean-Luc acquiesça gravement. Exactement. Et cela explique pourquoi vous n'avez jamais eu de confirmation réelle. Ce pendentif, retrouvé sur les lieux, a suffi à clore l'enquête, mais à présent nous savons qu'il ne s'agissait pas d'elle dans cette voiture. Jacques se leva et fit les 100 pas dans le salon, la mâchoire serrée. Tout cela ne fait que soulever plus de questions, Jean-Luc. Si ce n'était pas Pauline dans cette voiture, alors qui? Et surtout, pourquoi quelqu'un aurait voulu cacher sa survie? Le détective resta silencieux un moment, choisissant soigneusement ses mots. J'ai également examiné les dossiers financiers et personnels de votre entourage à l'époque. Une chose est ressortie. Votre ancienne associée, Monique Fontaine, avait des motifs puissants pour vouloir, disons, éliminer un obstacle à ses ambitions. Jacques s'arrêta net. Monique, vous insinuez qu'elle pourrait être liée à l'accident.
Jean-Luc hocha la tête. Elle était sur le point de perdre sa position au sein de votre entreprise. Et d'après certains témoignages, elle voyait Pauline comme une menace, car elle était votre héritière directe. Jacques sentit une rage monter en lui, mêlée à une douleur lancinante. Il se souvenait bien des tensions avec Monique, mais jamais il n'aurait imaginé qu'elle puisse aller aussi loin. Si elle est impliquée, je veux des preuves solides, Jean-Luc. Je ne ferai rien sans certitude. Bien entendu, répondit le détective. Je vais approfondir mes recherches, mais en attendant, je vous conseille de rester prudent. Si Monique est vraiment derrière tout cela, elle ne voudra pas que la vérité éclate. Pendant ce temps, Mathilde, encore bouleversée par les révélations sur sa véritable identité, tentait de trouver ses repères. Elle avait accepté une journée de congé pour réfléchir et marcher le long des quais de la Saône. Les souvenirs d'enfance qu'elle croyait réels se mélangeaient à la nouvelle réalité imposée par Jacques. Elle s'interrogeait. Si elle était Pauline, pourquoi avait-elle été abandonnée? Qui l'avait séparée de son père? Ses pas la conduisirent à une petite église, où elle s'arrêta pour allumer une bougie. Elle murmura une prière silencieuse, cherchant des réponses, ou peut-être simplement un peu de paix. Mais dans son cœur, une certitude grandissait. Elle devait découvrir la vérité sur son passé. Peu importe où cela l'amènerait, le soleil se couchait sur Lyon, projetant des teintes dorées sur les toits de la ville. Jacques, debout près de la fenêtre de son bureau, fixait la ligne d'horizon sans vraiment la voir. Les découvertes de Jean-Luc tournèrent dans son esprit, réveillant des souvenirs qu'il avait longtemps tenté de refouler. Monique Fontaine, une ancienne alliée devenue rivale, était-elle vraiment capable d'un acte aussi monstrueux? L'idée le hantait. Sur son bureau, une photo encadrée de Pauline souriante, prise quelques mois avant l'accident, semblait le fixer. Il se rappelait la joie qu'elle apportait à sa vie, sa vivacité d'esprit, sa manière de transformer même les jours les plus banals en moments inoubliables. L'idée que quelqu'un ait pu délibérément tenter de lui ôter cette lumière était insupportable. Mais Jacques savait qu'il ne pouvait pas se laisser submerger par l'émotion. S'il voulait des réponses, il devait agir. Il attrapa son téléphone et composa le numéro de Jean-Luc. « Jean-Luc, avez-vous avancé sur Monique ?»« Oui, monsieur Chevalier. Je pense que vous devriez voir ça en personne. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin ? Je serai là à la première heure, » répondit Jacques, la voix tendue. Le lendemain, Jacques arriva au bureau de Jean-Luc, un petit espace discret situé dans une rue calme de Lyon. Le détective l'accueillit avec son habituel professionnalisme et lui fit signe de s'asseoir. Sur son bureau, plusieurs documents et photos étaient étalés. « J'ai approfondi mes recherches sur Monique », commença Jean-Luc. Elle était effectivement dans une position délicate à l'époque de l'accident. Votre décision de nommer Pauline comme héritière directe de la majorité des parts de l'entreprise l'a mise en colère. Cela aurait réduit considérablement son pouvoir au sein du conseil d'administration. Jacques serra les poings. « Et avez-vous trouvé un lien direct avec l'accident ?» Jean-Luc hocha la tête et sortit une vieille coupure de presse. « Voici un rapport de police de 2002 concernant une plainte déposée par un mécanicien à Marseille. Il affirme avoir été payé en liquide pour altérer les freins d'une voiture, mais il n'a jamais su à qui elle appartenait. À l'époque, l'affaire n'a pas été poursuivie. Faute de preuves. » Jacques sentit une boule se former dans son estomac. « Vous pensez que cette voiture était celle de Pauline ? C'est fort probable. J'ai également retrouvé des relevés bancaires de Monique datant de la même période. Il y a plusieurs retraits d'importantes sommes d'argent qui coïncident avec les dates mentionnées par le mécanicien. Ce n'est pas une preuve absolue, mais c'est une piste solide. » Jacques se leva, incapable de rester assis. Si tout cela est vrai, alors Monique n'a pas seulement saboté la voiture. Elle a aussi dû savoir que Pauline avait survécu et l'a abandonnée dans cet orphelinat pour couvrir ses traces. Jean-Luc acquiesça lentement. C'est une hypothèse plausible. Si elle avait su que Pauline était en vie, cela aurait été un risque énorme pour elle. Jacques s'arrêta près de la fenêtre, les mains appuyées sur le rebord. La colère et la douleur se mêlaient en lui dans un tourbillon incontrôlable. « Je veux que vous trouviez plus de preuves, Jean-Luc, tout ce qu'il faut pour la confronter. » Jean-Luc hocha la tête. « Je vais continuer à creuser, mais soyez prudent. Si Monique est réellement impliquée, elle pourrait essayer d'agir pour se protéger. Pendant ce temps, Mathilde, ou Pauline comme Jacques l'appelait désormais, cherchait à retrouver un semblant de normalité dans sa vie, mais les révélations récentes ne cessaient de l'assaillir. Elle se demandait pourquoi sa vie avait été construite sur un tel mensonge. Elle avait grandi en croyant être seule au monde, alors qu'un père l'attendait et pleurait sa disparition.
Elle décida de retourner à Marseille, dans l'orphelinat où elle avait passé ses premières années. Elle espérait y trouver des indices sur ce mystérieux homme qui l'avait déposé à l'hôpital après l'accident. Peut-être qu'il détenait des réponses. Arrivée sur place, Mathilde fut accueillie par une femme âgée au sourire chaleureux qui se souvenait d'elle. « Ah, Mathilde, dit la femme. Ou devrais-je dire Pauline, maintenant? Votre père m'a appelé pour me prévenir. J'ai entendu ce qui s'est passé. » Mathilde sourit faiblement. « Je suis venue pour en savoir plus. Vous rappelez-vous quelque chose d'inhabituel à l'époque? Quelqu'un qui aurait pu m'apporter ici ?» La femme fronça les sourcils, réfléchissant profondément. « Je me souviens d'un homme, oui. Il portait une veste usée et semblait nerveux. Il n'a pas dit grand-chose, juste qu'il avait trouvé une enfant près d'un hôpital et qu'il ne pouvait pas s'en occuper. Il est parti avant que je puisse lui poser plus de questions. » Mathilde sentit une pointe de frustration. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était quelque chose. Est-ce qu'il a laissé un nom? Quelque chose qui pourrait m'aider à le retrouver. La femme secoua la tête. Non, mais je crois me souvenir qu'il avait un accent du nord de la France. Ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que cela vous aidera. De retour à Lyon, Jacques se préparait à affronter Monique. Il savait que la confrontation serait explosive. Mais il était prêt à tout pour obtenir la vérité. Il ne pouvait plus fuir. Le passé qu'il avait tenté d'enterrer refaisait surface. Et il était temps d'y faire face. L'air était lourd dans le bureau de Jacques Chevalier. L'horloge accrochée au mur semblait marquer chaque seconde avec une précision pesante. Amplifiant le silence oppressant qui régnait, assis derrière son imposant bureau en bois, Jacques attendait l'arrivée de Monique Fontaine. Il avait passé la nuit à préparer mentalement cette confrontation. Les informations fournies par Jean-Luc avaient clarifié beaucoup de choses, mais il restait une question centrale. Jusqu'où Monique était-elle prête à aller pour protéger ses intérêts? Quand la porte s'ouvrit, Monique entra avec son habituelle confiance. Vêtue d'un tailleur noir impeccablement ajusté, ses talons résonnaient sur le sol carrelé, mais Jacques remarqua une légère hésitation dans sa démarche. Elle devait sentir que quelque chose d'inhabituel se préparait. « Jacques, » dit-elle avec un sourire forcé, « tu voulais me voir ?» Il se redressa dans son fauteuil, son regard perçant ne la quittant pas. « Oui, Monique, assieds-toi. Nous avons des choses à discuter. » Elle s'installa en face de lui, croisant élégamment les jambes, mais son sourire s'effaça légèrement devant le ton sérieux de Jacques. « Que se passe-t-il? Tu sembles tendu. » Jacques prit une inspiration profonde, serrant les bras de son fauteuil pour contenir l'explosion d'émotions qui montait en lui. « Monique, je vais être direct. J'ai découvert des choses troublantes sur l'accident de Pauline, des choses qui mènent directement à toi. » Son visage se ferma instantanément, ses lèvres se pincèrent, et son regard, auparavant assuré, vacilla une fraction de seconde. « Je ne vois pas de quoi tu parles, » répondit-elle d'une voix froide. Jacques posa un dossier sur la table, l'ouvrant pour révéler les documents rassemblés par Jean-Luc. Les relevés bancaires, les témoignages, et la coupure de presse mentionnant le mécanicien. Tout cela, c'est de toi que ça parle, Monique. Des paiements suspects, des témoignages reliant tes actions à ce qui s'est passé ce jour-là. Tu voulais que Pauline disparaisse, n'est-ce pas? Monique se redressa légèrement, tentant de retrouver son aplomb. Ce sont des accusations graves, Jacques. Tu crois vraiment que j'aurais été capable de faire du mal à ta fille? Jacques tapa du poing sur la table, sa voix éclatant dans la pièce. Ne joue pas la carte de l'innocence avec moi. Tu savais que Pauline était une menace pour ton pouvoir dans l'entreprise. Tu ne pouvais pas supporter qu'elle hérite de la majorité des parts. Alors tu as saboté sa voiture. Un silence glacé s'installa. Monique détourna le regard un instant, avant de sourire. Un sourire dénué de chaleur. « Tu as toujours été si naïf, Jacques, » murmura-t-elle. « Si tu savais combien d'efforts j'ai investis dans cette entreprise, et combien il m'a été difficile de m'imposer face à toi. Mais tout ce que tu voyais, c'était Pauline. » Jacques sentit sa gorge se serrer. « Alors c'est vrai, tu l'admets ?» Elle haussa les épaules, son ton devenant presque désinvolte. « Appelle ça comme tu veux. Je ne voulais pas que les parts de l'entreprise tombent entre les mains d'une gamine qui n'avait aucune idée de la manière dont les affaires fonctionnent. Mais je ne pensais pas que l'accident tournerait ainsi. » Jacques se leva, tremblant de colère. « Tu as détruit ma vie, Monique. Tu as pris ma fille et tu l'as laissée pour morte. » Monique se leva à son tour, son visage dur. « Si tu crois que tu peux me détruire avec ces papiers, réfléchis bien. Tu sais aussi bien que moi que la vérité est parfois plus compliquée qu'elle n'y paraît. » Avant qu'elle ne puisse dire autre chose, Jacques appuya sur un bouton discret sous son bureau,
La porte s'ouvrit et Jean-Luc entra, accompagné de 2 agents de police. « Monique Fontaine », dit l'un des officiers en s'approchant, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'homicide et falsification de preuves. » Le visage de Monique blêmit. « Tu ne peux pas faire ça, Jacques !» hurla-t-elle. « Tu n'as aucune idée de ce que tu es en train de déclencher. » Mais Jacques resta immobile, la mâchoire serrée, regardant les policiers l'emmener hors de son bureau lorsque la porte se referma derrière elle. Un profond soupir s'échappa de ses lèvres. La bataille n'était pas terminée, mais c'était une première victoire. Pendant ce temps, Mathilde continuait à explorer son passé. Après sa visite à l'orphelinat, elle avait décidé de se rendre à l'hôpital où elle avait été déposée enfant. Elle espérait y trouver des archives ou des informations supplémentaires sur l'homme qui l'avait sauvée. Dans les archives, une infirmière âgée accepta de l'aider à fouiller dans les anciens dossiers. Après plusieurs heures de recherche, elles tombèrent sur une fiche indiquant l'admission d'une fillette non identifiée en 2002. Il y avait peu d'informations, mais un détail attira l'attention de Mathilde. Le prénom de l'homme qui l'avait déposé était partiellement inscrit, bien que difficilement lisible. On pouvait déchiffrer « Arnaud », murmura Mathilde. L'infirmière hocha la tête. « Peut-être, c'est tout ce que nous avons. » Ce petit indice insuffla une nouvelle énergie à Mathilde. Elle était déterminée à retrouver cet homme, celui qui l'avait sauvée et, d'une certaine manière, donné une seconde chance de vivre. Jacques fixait le vide depuis son fauteuil en cuir, installé dans son salon plongé dans une semi-obscurité. La soirée avançait, mais son esprit restait bloqué sur les événements du jour. Monique, arrêtée et accusée, n'était plus une menace immédiate. Pourtant, la colère et la douleur qu'elle avait ravivées le consumaient encore. Il avait l'impression d'être au bord d'un précipice. Incapable de se libérer du poids des révélations, le son du téléphone interrompit ses pensées. Il le saisit machinalement et reconnut immédiatement la voix de Jean-Luc. « Jacques », commença le détective, « j'ai quelque chose de nouveau. Je pense que ça pourrait vous intéresser. » Jacques redressa légèrement la tête, sa curiosité piquée. « Je vous écoute. » J'ai fait examiner de plus près les archives concernant l'homme qui a sauvé Mathilde. En croisant plusieurs témoignages et dossiers, un nom est ressorti. Arnaud Lemaître. C'était un mécanicien qui vivait près de Marseille à l'époque de l'accident. J'ai retrouvé son adresse actuelle. Le cœur de Jacques s'accéléra. Vous pensez qu'il pourrait nous donner des réponses ? C'est très probable. Je vous conseille d'aller le voir en personne. Il semble être la clé de cette histoire. Le lendemain matin, Jacques se retrouva devant une petite maison en pierre, située dans un village pittoresque, en périphérie de Marseille. La maison, bien que modeste, était entourée d'un jardin soigneusement entretenu, ce qui témoignait de l'attention portée par son propriétaire. Jacques inspira profondément avant de frapper à la porte. Un homme d'une 60aine d'années ouvrit, vêtu d'un vieux pull et d'un pantalon de travail. Ses traits étaient marqués par les années, mais ses yeux bleus étaient vifs et observateurs. « Vous êtes Arnaud Lemaître ?» demanda Jacques d'une voix calme. L'homme hocha la tête, intrigué. « Oui, c'est moi, et vous êtes... Je m'appelle Jacques Chevalier. Je crois que vous avez sauvé ma fille il y a 20 ans. » Arnaud resta immobile un instant, ses sourcils se fronçant légèrement. Puis, il ouvrit davantage la porte et fit signe à Jacques d'entrer. « Venez. Nous avons beaucoup à discuter, » répondit-il, son ton sérieux mais pas hostile. Assis dans un petit salon au mobilier rustique, Jacques expliqua brièvement les circonstances de l'accident, les suspicions concernant Monique et les raisons qui l'avaient poussé à chercher Arnaud. Ce dernier écoutait attentivement, hochant la tête de temps à autre, mais gardant le silence jusqu'à ce que Jacques termine. « Oui, je me souviens de cette nuit, » finit-il par dire. « Il pleuvait à verse, et j'étais sur la route en rentrant du travail. J'ai vu une voiture dans le ravin, en feu. Je n'ai pas réfléchi et j'ai descendu la pente. Il y avait une petite fille à l'arrière, encore attachée à son siège. Jacques sentit son souffle se couper. C'était Pauline, ma fille. » Arnaud continua, sa voix devenant plus grave. Elle était en état de choc, mais vivante. Je l'ai sortie de là et je l'ai emmenée à l'hôpital le plus proche. Mais une fois là-bas, quelqu'un est venu me voir, une femme. Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de tout. Jacques se redressa, son esprit s'emballant. Une femme ? Vous vous souvenez de son apparence ? Arnaud réfléchit un instant. Elle avait des cheveux courts, blonds, très bien habillée. Elle semblait nerveuse.
mais elle m'a dit que c'était la tante de la petite et qu'elle allait veiller sur elle. Je ne me suis pas méfiée à l'époque. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Jacques. Monique avait dû intervenir après l'accident pour éloigner Pauline et s'assurer qu'elle disparaisse. Mais pourquoi Arnaud n'avait-il jamais signalé cela? Pourquoi n'avez-vous pas contacté la police ou essayé de me retrouver? Demanda Jacques, une pointe de reproche dans la voix. Arnaud détourna le regard, visiblement gêné. Honnêtement, je n'y ai pas pensé. Je n'étais qu'un mécanicien, et cette femme semblait avoir tout sous contrôle. Mais j'ai toujours eu un doute sur ses intentions. Jacques serra les poings, son corps tendu par une rage contenue. Elle ne voulait pas veiller sur elle. Elle voulait s'assurer que Pauline ne revienne jamais. De retour à Lyon, Jacques partagea les découvertes avec Jean-Luc. Ensemble, ils décidèrent de consolider les preuves contre Monique en utilisant le témoignage d'Arnaud. Pendant ce temps, Mathilde continuait à s'adapter à sa nouvelle réalité, mais son esprit restait troublé. Elle se rendit chez Jacques pour une conversation qu'elle savait inévitable. Installée dans le grand salon, elle brisa le silence. « Papa, je veux comprendre. Pourquoi cette femme a fait tout ça? Pourquoi moi, Jacques, encore sous le choc des récents événements, posa une main sur son épaule. Parce qu'elle avait peur, Pauline. Peur de perdre le contrôle. Peur que tu prennes la place qui te revenait. » Mathilde baissa les yeux, ses émotions confuses. Mais maintenant que tout ça est derrière nous, que va-t-il se passer? Jacques inspira profondément. Maintenant, nous allons réparer ce qui peut l'être. Nous allons retrouver ce que nous avons perdu, ensemble. Les journées qui suivirent furent marquées par un étrange mélange d'espoir et de tension. Jacques se plongeait dans la tâche de reconstruire son lien avec Mathilde, tandis que les ramifications des actes de Monique continuaient de se déployer. Malgré son arrestation, Monique n'était pas du genre à se laisser abattre. Même depuis sa cellule, elle préparait des ripostes subtiles pour tenter de regagner du terrain. Jacques et Mathilde s'étaient donné rendez-vous dans un parc paisible de Lyon. Profitant d'un moment rare de tranquillité, la jeune femme, bien que reconnaissante pour l'attention de son père, restait préoccupée par le tourbillon d'événements qui avait bouleversé sa vie. Elle observait Jacques, assis à côté d'elle sur un banc, son regard perdu dans les arbres. « C'est étrange, » dit-elle finalement, rompant le silence. Pendant des années, je me suis demandé qui j'étais, d'où je venais, et maintenant que je sais, j'ai l'impression que c'est encore plus compliqué. Jacques hocha lentement la tête. Je comprends ce que tu ressens, mais sache que tu n'es pas seule. Nous allons affronter tout ça ensemble, Pauline. Elle détourna les yeux, fixant un groupe d'enfants qui jouaient non loin. Mathilde, corrigea-t-elle doucement. Je sais que Pauline était votre fille, mais je suis Mathilde. C'est la vie que j'ai connue. Jacques sentit une douleur subtile traverser son cœur. Il comprenait son point de vue, mais cela ne rendait pas les choses plus faciles. « Bien sûr, » répondit-il finalement. « Mathilde, Pauline, peu importe le nom que tu choisis, tu resteras toujours ma fille. » Le moment fut interrompu par une vibration dans la poche de Jacques. Il sortit son téléphone et vit que Jean-Luc appelait. « Excuse-moi, » dit-il à Mathilde avant de décrocher. « Oui. »« Jean-Luc ?» La voix du détective était tendue. Jacques, j'ai reçu une information inquiétante. Monique essaie de manipuler certains anciens alliés dans l'entreprise pour discréditer les accusations. Jacques se redressa, alarmé. Comment est-ce possible? Elle est en prison. Cela ne l'empêche pas de communiquer avec ses complices à l'extérieur. Il pourrait tenter de saboter les preuves que nous avons contre elle. Jacques serra la mâchoire. Il ne pouvait pas laisser Monique s'en tirer après tout ce qu'elle avait fait. Nous devons agir rapidement. Assurez-vous que toutes les preuves soient sécurisées. Je vais voir ce que je peux faire pour limiter son influence. Il raccrocha et se tourna vers Mathilde, qui avait écouté la conversation avec une expression inquiète. « Monique ne va pas abandonner sans se battre, » dit-il sombrement. Mathilde hocha la tête, une lueur de détermination dans le regard. « Alors, nous devons être plus forts qu'elle, pendant ce temps. » Monique, dans sa cellule, dictait calmement des instructions à son avocat, un homme aussi calculateur qu'elle. « Il faut semer le doute, » insista-t-elle. « Les preuves contre moi ne suffiront pas si nous pouvons convaincre qu'elles sont fabriquées. Trouvez des failles dans l'enquête de ce détective et exploitez-les. » L'avocat acquiesça, prenant des notes rapides. « Je vais m'en occuper. Et concernant vos avoirs gelés, » Monique eut un sourire froid. « Je vais récupérer ce qui me revient. Jacques pense qu'il a gagné, mais il ne connaît pas toutes mes cartes. » De retour à Lyon, Jacques et Jean-Luc prirent des mesures pour contrer les manœuvres de Monique. Ils sécurisèrent les témoignages
et renforcèrent la protection des documents clés, mais la menace restait palpable, une ombre constante sur leur quête de justice. Mathilde, de son côté, continuait à explorer son passé. Elle avait contacté l'infirmière de l'hôpital pour tenter de retrouver d'autres informations sur Arnaud Lemaître, mais chaque piste semblait s'arrêter, avant d'atteindre une véritable conclusion. Elle commençait à se demander si elle pourrait un jour obtenir des réponses complètes. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après son service au restaurant, Mathilde reçut un appel inconnu. « Allô ?» répondit-elle. La voix à l'autre bout de la ligne était calme mais tranchante. « Mathilde, ou devrais-je dire Pauline ?» Son cœur s'accéléra. « Qui est-ce ?»« Quelqu'un qui connaît la vérité sur ton passé. Si tu veux des réponses, rencontre-moi demain soir au Pont Saint-Georges, à 20h, et viens seule. » La ligne coupa avant qu'elle ne puisse poser une question. Mathilde resta immobile, le téléphone encore contre son oreille. Qui aurait pu l'appeler? Était-ce une manipulation de Monique ou quelqu'un qui connaissait réellement la vérité? Le lendemain, elle raconta l'appel à Jacques, qui s'opposa fermement à l'idée qu'elle y aille seule. « C'est trop risqué. Si c'est une manigance de Monique, cela pourrait être dangereux. » Mais Mathilde, têtue, insista. « Papa, je dois savoir. Toute ma vie, j'ai été dans le noir. Si quelqu'un peut m'apporter des réponses, je dois prendre le risque. » Jacques finit par céder, mais à contre-cœur. « Très bien, mais je ne te laisserai pas y aller sans protection. Je te suivrai de loin avec Jean-Luc. Si quelque chose tourne mal, nous serons là, à 20h précises. » Mathilde se trouvait sur le pont Saint-Georges, son cœur battant à tout rompre. La nuit était froide, et les lumières de la ville se reflétaient sur la Saône en contrebas. Une silhouette émergea de l'ombre. Un homme portant un long manteau. « Tu es venu ?» dit-il calmement. Mathilde serra les poings. « Qui êtes-vous et que savez-vous sur moi ?» L'homme s'avança légèrement, révélant un visage marqué par le temps. « Je suis celui qui t'a sauvée, Pauline, et je suis ici pour te dire la vérité. » Les lumières du pont Saint-Georges se reflétaient sur les eaux calmes de la Saône, illuminant la silhouette imposante d'Arnaud Lemaître. Mathilde, debout face à lui, sentit son cœur se serrer. Cet homme, qui avait joué un rôle crucial dans son passé, était enfin prêt à parler. Derrière eux, à une distance prudente, Jacques et Jean-Luc observèrent la scène, cachée dans l'ombre. « Vous m'avez sauvée » murmura Mathilde. « Mais pourquoi? Et pourquoi m'abandonner ensuite ?» Arnaud inspira profondément, le regard fixé sur la jeune femme. « Ce que je vais te dire n'est pas facile à entendre, mais tu as droit à la vérité. » Mathilde croisa les bras, son visage tendu. « Je suis prête. » Arnaud se tourna légèrement, comme pour rassembler ses pensées. « Cette nuit-là, il y a 20 ans, j'ai vu l'accident. La voiture était en feu. Quand je t'ai sortie, je savais que tu n'avais pas beaucoup de temps. Je t'ai emmenée à l'hôpital, mais je n'étais pas seule. Une femme est arrivée peu après. Elle m'a dit qu'elle était de ta famille, qu'elle prendrait soin de toi. » Mathilde fronça les sourcils. « Cette femme, c'était Monique, n'est-ce pas ?» Arnaud hocha lentement la tête. « Oui, elle semblait sincère au début, mais quelque chose n'allait pas. Elle était nerveuse, agitée, quand j'ai insisté pour rester jusqu'à ce que les médecins te prennent en charge. Elle m'a brusquement dit de partir. Elle m'a fait comprendre que je n'étais pas nécessaire. » Jacques, caché dans l'ombre, sentit une colère froide monter en lui. Monique avait manipulé tout le monde, s'assurant que personne ne puisse découvrir la vérité. « Je n'ai pas fait de lien à l'époque, » continua Arnaud, mais quelques semaines plus tard, j'ai lu dans le journal que l'accident avait tué la fille d'un riche homme d'affaires. Quand j'ai vu ta photo, j'ai compris, mais il était trop tard. Tu avais déjà été confiée à un orphelin et Monique avait disparu. Mathilde sentit ses jambes faiblir. Elle posa une main sur le garde-corps du pont pour se stabiliser. Alors, elle savait que j'étais vivante et elle m'a abandonnée. Arnaud hocha la tête, ses traits marqués par le regret. « Je suis désolée de ne pas avoir fait plus à l'époque, mais je suis heureux que tu sois là aujourd'hui. Que tu aies retrouvé ton père. » Mathilde releva les yeux, déterminée. « Merci de m'avoir sauvée. Sans vous, je ne serais pas là. » Pendant ce temps, Jacques et Jean-Luc échangeaient un regard inquiet. L'histoire d'Arnaud confirmait ce qu'ils soupçonnaient depuis longtemps. Monique avait délibérément orchestré la disparition de Pauline pour asseoir son pouvoir. « Nous avons tout ce qu'il nous faut,
murmura Jean-Luc. Son témoignage, combiné aux preuves que nous avons déjà, est imparable. Jacques s'acquiesça, mais un sentiment d'inquiétude persistait. Monique ne va pas se laisser abattre sans riposter. Nous devons rester prudents. Ils continuèrent à surveiller Mathilde et Arnaud jusqu'à ce que leur conversation se termine. Lorsque Mathilde se retourna pour partir, Jacques sortit de l'ombre pour l'accueillir. « Papa, tu as tout entendu. » Jacques hocha la tête, les traits graves. « Oui, et cela ne fait que renforcer notre détermination à obtenir justice. » Le lendemain, Jacques et Jean-Luc organisèrent une réunion avec les autorités pour présenter les nouvelles preuves contre Monique. Grâce au témoignage d'Arnaud et aux documents déjà en leur possession, le dossier contre elle était désormais solide. Pendant ce temps, Mathilde tentait de trouver un équilibre entre sa vie actuelle et la nouvelle réalité qui s'imposait à elle. Elle retourna travailler au restaurant, cherchant dans cette routine une échappatoire à ses pensées tourmentées. Mais même là, elle sentait le regard curieux de ses collègues, qui semblaient deviner qu'un bouleversement majeur avait eu lieu dans sa vie. Quelques jours plus tard, Monique, toujours en détention, fut confrontée aux nouvelles accusations. Son avocat tenta de minimiser les preuves, mais le témoignage d'Arnaud était accablant. Lorsqu'elle fut informée que Mathilde était toujours vivante et avait retrouvé son père, son masque d'assurance se fissura pour la première fois. « Vous ne comprenez pas », cracha-t-elle au policier. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour protéger l'entreprise. » Pauline n'était pas prête à gérer ce pouvoir. Mais ses paroles ne firent qu'aggraver sa situation. Ses motivations, bien qu'égoïstes, ne pouvaient justifier ses actions. Elle fut officiellement inculpée pour tentative d'homicide, manipulation de preuves et abandon d'enfant. Le soir même, Jacques et Mathilde célébrèrent discrètement cette victoire. Ils dînèrent ensemble dans l'appartement de Jacques, profitant d'un rare moment de sérénité. « Alors, c'est fini ?» demanda Mathilde en jouant avec sa fourchette. Jacques sourit doucement. « Pas complètement. Il y a encore beaucoup à reconstruire. Mais nous avons fait un grand pas aujourd'hui. » Mathilde hocha la tête, une lueur de soulagement dans les yeux. « Merci, papa, pour ne jamais avoir abandonné. » Jacques sentit une chaleur envahir son cœur. « C'est toi qui as fait preuve de courage, Mathilde. Et maintenant, nous avons une seconde chance. Le tribunal était bondé ce matin-là. Les bancs remplis de journalistes et de curieux venus assister à l'audience. Monique Fontaine, vêtue d'un tailleur sombre qui semblait vouloir dissimuler son arrogance d'autrefois, était assise à la table de la défense. Son visage restait impassible, mais son regard trahissait une tension qu'elle n'avait jamais laissé transparaître auparavant. Elle était acculée et elle le savait. Jacques, installé au premier rang aux côtés de Mathilde et de Jean-Luc, observait la scène en silence. Ce jour marquait l'aboutissement d'années de douleur, de doute et de quête de vérité. Il serra doucement la main de Mathilde, qui, malgré son calme apparent, était visiblement émue. « Tu vas bien ?» murmura-t-il. « Oui », répondit-elle, ses yeux fixant Monique. « Je veux juste que ce cauchemar se termine. » L'audience débuta par la présentation des preuves. Jean-Luc avait fait un travail irréprochable pour rassembler les témoignages, les documents financiers et les éléments prouvant l'implication directe de Monique dans la tentative de faire disparaître Pauline. Le témoignage d'Arnaud Lemaître fut particulièrement poignant. Assis à la barre des témoins, il relata avec une précision douloureuse la nuit de l'accident et sa rencontre avec Monique. « Elle m'a dit qu'elle s'occuperait de l'enfant », dit-il en regardant directement Monique. Mais au fond, quelque chose n'allait pas. « Je n'ai rien fait à l'époque, et je le regrette chaque jour, Monique. » De son côté, garda le silence tout au long des témoignages. Ses avocats tentèrent de minimiser son rôle, arguant qu'il n'y avait pas de preuves directes la reliant à la sabotage de la voiture. Mais face à l'accumulation des éléments, leur argumentation paraissait faible. Lorsque vint le moment pour Jacques de témoigner, il se leva avec une dignité impressionnante. « Pendant 20 ans, j'ai cru avoir perdu ma fille unique dans un tragique accident, » dit-il. Sa voix ferme mais teintée d'émotion. 20 ans de souffrance, causée par les ambitions égoïstes de cette femme. Aujourd'hui, je veux que justice soit rendue, pas seulement pour moi, mais pour Pauline, pour Mathilde. Mathilde, assise parmi le public, sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle n'avait jamais vu son père si vulnérable. Et pourtant si fort, après plusieurs heures de délibération, le verdict tomba enfin. Monique Fontaine fut reconnue coupable de tentative d'homicide, manipulation de preuves et abandon d'enfant.
Sa condamnation à une peine de prison ferme fut accueillie par un murmure d'approbation dans la salle. Mais pour Jacques et Mathilde, ce n'était pas un triomphe, c'était une fin nécessaire. Une étape pour tourner la page. Alors que les spectateurs quittèrent le tribunal, Jacques se tourna vers Mathilde. « Ça y est, dit-il doucement, elle ne pourra plus nous faire de mal. » Mathilde hocha la tête, mais son regard restait distant. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» Jacques posa une main sur son épaule. « Maintenant, nous avançons, ensemble. » Quelques semaines plus tard, Jacques et Mathilde commencèrent à reconstruire leur vie. Pas à pas, leur relation, bien que marquée par des années de séparation, s'épanouissait lentement mais sûrement. Jacques insistait pour rattraper le temps perdu, organisant des dîners, des sorties et lui montrant les photos et souvenirs de son enfance. Un soir, alors qu'il dînait chez Jacques, Mathilde posa sa fourchette et le regarda avec intensité. « Papa, je veux faire quelque chose. Pour moi, mais aussi pour toi. » Jacques haussa les sourcils, intrigué. « Quoi donc ? Je veux aider des enfants comme moi. Des enfants qui ont grandi sans connaître leur famille. Je veux créer une fondation. » Jacques, surpris, sentit une immense fierté l'envahir. « C'est une idée magnifique. Pauline. » Elle sourit doucement, ne corrigeant pas cette fois le nom qu'il utilisait. « Je veux l'appeler les étoiles de Pauline. » Pour honorer tout ce que j'ai perdu, mais aussi tout ce que j'ai retrouvé. Jacques hocha la tête, ému. « Je t'aiderai. Nous ferons ça ensemble. » Les mois suivants furent dédiés à la création de la fondation. Jacques utilisa ses contacts et ses ressources pour établir une organisation solide, tandis que Mathilde s'occupait des aspects humains, rencontrant des orphelinats et des familles adoptives pour comprendre leurs besoins. Le projet devint rapidement une source d'espoir, pour les deux. Un jour, alors qu'ils inauguraient officiellement la fondation, Mathilde prit la parole devant une petite foule, rassemblée dans un orphelinat de Lyon. « Pendant longtemps, j'ai cru être seule au monde, » commença-t-elle. « Mais j'ai découvert que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui brille quelque part. Aujourd'hui, je veux partager cette lumière avec tous ceux qui en ont besoin. » Jacques, debout à ses côtés, sentit une larme rouler sur sa joue. Pour la première fois depuis 20 ans, il ressentait une paix véritable. Le soleil brillait haut dans le ciel de Lyon ce jour-là, inondant les rues d'une lumière douce et dorée. L'inauguration officielle de la fondation Les Étoiles de Pauline avait attiré de nombreux invités, anciens collègues de Jacques, représentants d'orphelinats locaux, et même quelques journalistes curieux. Dans un coin de la salle, Mathilde, entourée d'enfants souriants, discutait avec passion de ses projets. Jacques l'observait à distance, une fierté sincère illuminant son visage. Cela faisait maintenant plusieurs mois que Monique avait été condamnée, et bien que les cicatrices émotionnelles demeuraient, Jacques sentait que la vie avait enfin pris un tournant apaisant. Il voyait en Mathilde non seulement une résilience extraordinaire, mais aussi une capacité à transformer les épreuves en force, après les discours et les remerciements officiels. Jacques et Mathilde s'isolèrent un moment dans le petit bureau qu'ils partageaient au sein de la fondation. Une table simple en bois, ornée d'une photo de Pauline enfant, leur servait de point de ralliement symbolique. « Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'inauguration ?» demanda Jacques en s'asseyant dans un fauteuil. Un sourire léger aux lèvres. Mathilde, visiblement émue, prit une grande inspiration avant de répondre. « Je n'aurais jamais imaginé arriver ici, cette fondation, ces enfants. C'est comme si tout prenait enfin un sens. » Jacques hocha la tête, ses mains croisées devant lui. « Tu as donné un nouveau souffle à ma vie, Pauline. » Mathilde le regarda un instant, ses yeux brillants d'une lueur de reconnaissance. « Et toi, tu m'as donné une famille ?» Ils restèrent un moment en silence, savourant cette complicité qu'ils avaient mis tant de temps à retrouver. Quelques semaines plus tard, Mathilde entreprit de retourner à Marseille pour une visite spéciale. Elle avait décidé d'inviter Arnaud Lemaître, l'homme qui l'avait sauvé, à découvrir la fondation. Jacques avait proposé de l'accompagner, et le voyage devint une opportunité pour eux de revisiter ensemble les lieux qui avaient marqué leur histoire. Lorsque Mathilde frappa à la porte de la maison d'Arnaud, celui-ci parut surpris mais ravi de les voir. « Vous êtes venus ?» dit-il en les accueillant chaleureusement. « Nous voulions te remercier » répondit Mathilde. « Sans toi, rien de tout cela ne serait possible. » Arnaud, visiblement touché, hocha la tête. « J'ai seulement fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Mais voir ce que vous avez accompli aujourd'hui,
C'est un honneur d'y avoir contribué, même un peu. Jacques posa une main sur l'épaule de l'homme. Ce n'était pas un peu, Arnaud. Tu as sauvé la vie de ma fille. Cela ne sera jamais oublié. Le trio partagea un déjeuner simple mais chaleureux, échangeant souvenirs et anecdotes. À la fin de la journée, Arnaud accepta l'invitation à visiter Lyon et à participer aux activités de la Fondation. De retour à Lyon, Mathilde continua de s'investir pleinement dans son rôle. Elle passait ses journées à travailler avec des équipes d'assistants sociaux, à organiser des événements pour sensibiliser à l'adoption et à rencontrer des enfants qui avaient besoin d'espoir. Elle trouvait un épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Jacques, de son côté, avait ralenti son activité professionnelle pour se consacrer davantage à la Fondation. Ces années passées à gérer un empire immobilier lui avaient appris l'importance de bâtir sur des bases solides, une leçon qu'il appliquait désormais à ce projet. Mais au-delà du travail, il trouvait une satisfaction simple mais profonde dans les moments passés avec Mathilde. Un soir, après une longue journée, ils se retrouvèrent dans l'appartement de Jacques. Ils prirent un verre de vin sur le balcon, observant les lumières de la ville. « Tu sais, » dit Jacques en rompant le silence, « j'ai souvent rêvé de ce moment. » Mathilde, curieuse, tourna la tête vers lui. « Quel moment ? Celui où je pourrais te voir heureuse, où je pourrais enfin me sentir en paix avec tout ce que nous avons traversé. » Elle sourit doucement, posant sa main sur la sienne. « Je pense que maman aurait été fière de nous, » murmura-t-elle. Jacques sentit une vague d'émotion monter en lui. Il hocha la tête, le regard perdu dans les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel. Oui, elle aurait été fière. Les mois passèrent, et la Fondation devint un symbole d'espoir pour de nombreuses familles. Mathilde, désormais reconnue pour son travail acharné, recevait des lettres de remerciement de parents adoptifs, d'enfants qui avaient trouvé un foyer, et de bénévoles inspirés par son histoire. Jacques, quant à lui, voyait sa fille s'épanouir et se sentait comblé d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible. Un soir, lors d'un gala organisé par la Fondation, Mathilde monta sur scène pour prononcer un discours. Elle regarda la foule un instant avant de commencer. « Pendant des années, j'ai cherché un sens à ma vie. Je me sentais perdue, sans racines. Mais grâce à mon père, et grâce à cette fondation, j'ai découvert quelque chose d'important. Ce ne sont pas les épreuves qui nous définissent, mais la manière dont nous choisissons de les surmonter. Aujourd'hui, je veux que chaque enfant ici sache qu'il n'est jamais seul, qu'il y a toujours une étoile pour le guider. » Les applaudissements remplirent la salle, et Jacques, assis au premier rang, sentit son cœur gonfler de fierté. Ce soir-là, de retour chez eux, Mathilde et Jacques partagèrent un moment de calme, assis sur le canapé. « Alors, que réserve l'avenir ?» demanda Jacques. Mathilde sourit. « Peu importe ce qui arrive, nous continuerons à avancer, ensemble. » Jacques hocha la tête, un sourire apaisé sur les lèvres. Pour la première fois depuis 20 ans, il avait retrouvé ce qu'il pensait avoir perdu à jamais, une famille, et surtout, la paix.